Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimerais devenir assistant ou assistante virtuelle, mais tu ne sais pas par où commencer. Comment se démarquer, où trouver ses premiers clients, comment fixer ses tarifs. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce vraiment le bon moment de se lancer? Pour t'aider à y voir plus clair, j'ai décidé de faire appel à une experte dans le domaine. J'ai donc fait appel à Tissem Laresh, qui à seulement 26 ans gère déjà 5 entreprises dont la mienne. En 8 ans, j'ai travaillé avec des dizaines d'assistants et assistantes virtuelles et Tissem est tout simplement la meilleure dans le domaine. C'est pourquoi j'ai décidé de l'inviter pour te montrer exactement comment devenir assistant ou assistante virtuelle en partant de zéro et même sans expérience. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode étape par étape pour lancer ta carrière, comment te former, les outils nécessaires pour ce métier, les erreurs à éviter et surtout comment trouver tes premiers clients. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos des makers. Donc Tissem, j'aimerais qu'une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui reparte avec toutes les informations nécessaires pour devenir assistant ou assistante virtuelle. Donc la première question, c'est déjà, explique-nous ce que tu fais concrètement. Yes, alors une assistante virtuelle, déjà virtuelle pourquoi? C'est une assistante à distance. Donc en gros, mon travail, ça consiste à faire de la gestion administrative. Donc c'est tout ce qui va être gestion des boîtes mail, des contrats, des devis. Mais je fais aussi, mon travail ne s'arrête pas là, puisqu'une assistante virtuelle est assez polyvalente. Donc je fais aussi de la pré-comptabilité, donc avec du rapprochement de factures. Je fais aussi de l'événementiel, donc tout ce qui va consister à organiser des séminaires, des soirées de lancement. Donc voilà, c'est vraiment un métier global où on va vraiment supporter le CEO, la moindre petite tâche qui pourrait lui faire gagner du temps. L'idée en fait c'est que l'assistant derrière puisse la faire dans les meilleurs délais et de la meilleure manière possible. Ok, top. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelle était ta situation avant de devenir assistante virtuelle? Yes, alors moi, après mes études, j'ai rapidement été freelance. Donc j'ai commencé par être freelance dans le copywriting et la rédaction web. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc j'ai eu pas mal de clients, mais les missions étaient assez redondantes. C'était toujours la même chose, écrire les mêmes scripts, le même type de mail. Donc en fait, j'avais envie de changement. Et en fait, l'administratif, c'était vraiment sous mon nez, puisque j'ai toujours été la personne de référence dans ma famille pour faire l'administratif des uns et des autres. Et je me suis demandé si c'était un métier qu'on pouvait faire en freelance. Donc en fait, je suis simplement allée sur LinkedIn, j'ai été voir un peu et je suis tombée sur une annonce d'un CEO qui cherchait une assistante administrative en freelance. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le métier. Ok, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire déjà, ça fait une bonne transition, quelles sont les compétences nécessaires pour toi pour devenir une très bonne assistante virtuelle? Ouais, carrément. Alors il y en a plusieurs. La première, ça va être la gestion du temps. C'est hyper important pour une assistante de savoir organiser son emploi du temps pour prioriser les tâches selon leur urgence et leur importance tout en respectant les délais. Ensuite, on va avoir tout ce qui est compétences en communication. C'est essentiel de pouvoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit de manière claire pour que le CEO comprenne ce dont on parle et surtout aussi anticiper ses besoins via la communication. Ensuite, on va avoir les compétences organisationnelles. Donc, c'est s'organiser, surtout quand on est sur plusieurs projets en même temps ou quand on a plusieurs clients en tant que freelance. Ça va être hyper important de pouvoir passer d'un projet à l'autre sans faire de dégâts. Étant donné qu'assistante virtuelle, on parle c'est à distance, donc ça implique le digital. Donc, on va être obligé d'avoir certaines compétences informatiques, donc maîtriser certains logiciels. On y reviendra après, mais on va avoir des logiciels comme Notion, Slack. C'est des logiciels ultra importants dans ce domaine. Bien évidemment, la compétence pour moi clé, c'est vraiment la flexibilité. Aujourd'hui, une assistante, elle doit être capable d'être assez disponible, réactive, parce que la moindre urgence, en fait, peut arriver dans la journée et il faut être capable d'y répondre assez rapidement pour éviter de faire grossir cette urgence. Parfait. Donc maintenant, on a compris quel type de profil il faut pour devenir assistant ou assistante virtuelle. La question qui vient par la suite, c'est comment tu t'es formé et comment tu continues à te former? Alors moi, je me suis formée sur le tas. Je sortais d'une école de commerce, donc c'est pas quelque chose que j'avais appris à l'école. Mais quand j'ai eu mon premier client, j'ai commencé par être assistante de l'assistante.
où elle m'a montré tout ce qu'il fallait faire, les logiciels utilisés, même si je connaissais déjà certains outils, étant donné que j'avais quand même un passif avec des entrepreneurs dans le cadre de mes missions de copywriting. Mais ensuite, j'ai appris assez rapidement et j'ai, on va dire, monté en compétences petit à petit en passant ensuite assistante administrative, puis assistante de direction. Donc là, on est vraiment le bras droit du CEO et on va faire un maximum de choses pour le soulager. Ok, donc tu t'es formé sur le tas. Et en te formant, c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien pour justement gérer tes clients, gérer l'administratif, gérer un peu tout? Alors j'en ai pas beaucoup, j'utilise principalement Notion. Notion pour moi c'est l'outil clé pour s'organiser. Sur Notion on peut vraiment tout centraliser, que ce soit les onboarding clients, que ce soit les process mince, de facturation, de suivi des mails qu'on peut avoir à traiter. J'utilise aussi beaucoup WhatsApp parce que forcément, il faut communiquer avec les clients à un moment donné. Donc WhatsApp ou Slack, selon les préférences, même si j'ai quand même une petite préférence pour Slack, étant donné que Slack, c'est super pour organiser les canaux de communication. On va avoir aussi Loom. Loom, je l'utilise, c'est un logiciel en fait qui permet d'enregistrer son écran et sa voix. Donc au lieu d'envoyer un long message ou un long mail à un client, une petite vidéo Loom qui prend 2-3 minutes, c'est beaucoup plus simple et en plus c'est quelque chose que le client peut garder à vie si jamais il a besoin de re-regarder la manipulation par exemple d'un logiciel. Et on va avoir aussi tous les logiciels pour la confidentialité des mots de passe. Donc on a Dashlane, LastPass qui sont des logiciels ultra utiles pour centraliser tous les mots de passe des clients. Très bien. Donc imaginons, je regarde cette vidéo, j'ai un peu tout compris, j'ai commencé à me former, maintenant je suis prêt à me lancer, je suis prêt à avoir mon premier client. Comment je fixe mes tarifs? Alors ça c'est la grande question. Mais moi je pense qu'il faut y aller étape par étape. Au départ, moi j'ai commencé en faisant des forfaits. Donc c'est plus le client qui m'a dit combien de temps il estimait en fait avoir besoin de moi dans le mois. Donc lui il était sur du mi-temps au départ. Donc en fait suite à ça on s'est mis d'accord sur un prix. Je trouve ça hyper important d'être ouvert à la discussion à ce niveau-là avec le client parce que parfois le client peut avoir l'impression qu'en fait une assistante c'est comme une salariée et du coup allouer un budget qui est vraiment minime parce que par rapport à un freelance, alors qu'un freelance paye des charges tous les mois. Donc pour moi, gérer, c'est vraiment de discuter là-dessus et de commencer petit à petit. Par exemple, une assistante débutante pourrait commencer à 30-40 euros de l'heure. Facile. D'accord. Ok, c'est clair. Et justement, tu as trouvé tes tarifs, donc tu pars à 30-40 euros de l'heure pour ton premier client. Comment maintenant je trouve mon premier client? Alors, il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui existent pour les freelances, donc ça c'est super cool. Notamment, moi je conseille d'être visible sur un maximum de plateformes. Je pense par exemple à Malte. Malte c'est une super plateforme de freelance, donc faire son profil, mettre son portfolio et vraiment le construire avec rigueur pour qu'on vraiment on sente que vous êtes la personne idéale, l'assistante idéale. LinkedIn. Sur LinkedIn, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. On sous-estime beaucoup ce réseau, mais en cherchant un emploi directement sur LinkedIn, on peut avoir des annonces. Il y a beaucoup d'annonces d'infopreneurs dessus. Et moi, ma méthode aujourd'hui, c'est d'être visible au maximum sur LinkedIn, donc de poster régulièrement. Je poste aujourd'hui 4 à 5 fois par semaine et je vois vraiment la différence. Il y a beaucoup plus d'interactions, d'engagement, des prospects intéressés toutes les semaines. En ce moment, toutes les semaines, j'ai deux nouvelles personnes qui viennent me parler, qui viennent échanger, qui sont intéressées par mes services. Donc, même si ça aboutit pas, c'est hyper important de se connecter aux autres pour peut-être plus tard pouvoir avoir ces personnes en tant que clients. Parfait comme transition, parce que j'ai demandé justement comment gérer tous ces clients. Comment tu gères tous ces clients, ces demandes de clients et tes clients au quotidien? C'est une question d'organisation. Moi, j'aime bien faire... j'ai plusieurs sessions sur Google Chrome, donc j'ai une session par client, ce qui me permet en fait de pouvoir naviguer tout au long de la journée sans me perdre. Et ensuite, c'est une question de priorisation. Donc, en fonction des tâches que j'ai à faire, je vais faire les plus urgentes dans un premier temps. Et ensuite, celles qui sont un peu plus légères, où la deadline est un peu plus longue, je m'y penche en général dans l'après-midi, fin de soirée. Alors, c'est une question qui n'était pas prévue, mais je voulais te demander comment tu gardes un client. Parce qu'on pose souvent la question de comment avoir des clients, mais sur la rétention, comment tu t'en occupes? Alors, moi, mes relations professionnelles, je les base sur la confiance.
Pour moi, c'est hyper important d'avoir confiance en son client et que le client ait confiance envers son assistante. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai posté un post ce matin et en fait, je disais dans ce post qu'hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone, donc un prospect, et il me disait qu'un CEO et son assistante, c'est comme un couple. Et il a totalement raison. Parce que s'il n'y a pas cette relation de confiance, on ne peut pas avancer sur le long terme, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas être transparent et honnête. Et du coup, ça peut tout gâcher. Donc pour moi, c'est vraiment la clé, c'est la confiance. 100%. Et du coup, quelles sont les plus grosses erreurs pour toi à éviter quand on commence en tant qu'assistant ou assistante virtuelle? Alors, des erreurs, j'en ai vu et j'en vois encore parce qu'aujourd'hui, je discute avec beaucoup d'assistantes freelance justement. Et je trouve ça hyper intéressant d'échanger sur l'émission de chacune et comment elle fonctionne. Alors, les erreurs en général, c'est le fait qu'elles se sous-estiment. Elles démarrent, le syndrome de l'imposteur. Et du coup, elles pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'ont pas les compétences. Et après, ça va être une question de rémunération. En général, il y a beaucoup d'assistantes qui démarrent, qui n'osent pas facturer ce qu'elles font. J'ai eu le cas la semaine dernière. Je travaille avec une freelance. Et pour vous donner un peu de contexte, je lui ai donné une mission avec une vidéo de la cliente qui explique ce qu'il y avait à faire. Et en fait, elle ne voulait pas compter le temps passé à regarder cette vidéo, alors que c'était la consigne, c'était comme si elle était en appel. Et je lui ai dit non, ça fait partie du travail de regarder cette vidéo parce que sans cette vidéo, tu ne pouvais pas te mettre au travail. Et en fait, c'est que des petites choses comme ça qui, sur le long terme, peuvent être assez... ça peut être assez désavantageux un peu pour elle, en fait. Ok, très bien. Et j'avais une question, c'était par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle, ça va piquer tous les travails. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Oui, je l'utilise. Je ne pense pas l'utiliser à fond non plus, mais je l'utilise parce que c'est un gain de temps sur certaines tâches, sur l'optimisation. Pour moi, ça va de pair en fait. J'ai pas peur à ce que le métier soit pris entièrement par les IA, tout simplement parce que pour moi, c'est important que le CEO ait toujours cette relation humaine avec son assistante et c'est ça aussi qui fait grandir l'entreprise et qui fait avancer. Donc les deux marchent très très bien ensemble. Ok, parfait. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, qui hésite à se lancer en tant qu'assistant ou assistante virtuelle, qui hésite tout simplement, qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi. Vraiment, ne perds pas de temps, lance-toi. Pourquoi? Parce que ça peut réellement changer ta vie. Moi, aujourd'hui, je suis freelance depuis pas mal d'années et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est une qualité de vie vraiment incroyable. On peut bosser de n'importe où, géographiquement, tu es complètement libre. Et en plus de ça, comme tu as cette flexibilité, tu peux travailler quand tu as envie. Enfin, moi, je sais que par exemple, je ne suis pas matinale. Jamais tu me verras travailler à 7-8 heures. C'est impossible. Mais par contre, je suis beaucoup du soir, donc je peux travailler le soir jusqu'à 20h, 21h, 22h, ça ne me dérange pas du tout. Et en fait, c'est cette flexibilité qui permet d'avoir un train de vie qui nous correspond. Donc si tu hésites, lance-toi parce que tu peux être surprise de tout ce que ça apporte en termes d'avantages. Très beau message. Et si on peut reprendre, alors tout au début, on a parlé de comment se former. Toi, tu t'es formé sur le tas. En discutant avec des assistantes virtuelles autour de toi, est-ce que tu as entendu quelques formations qui étaient qualitatives en tant que, enfin, pour devenir assistant ou assistante virtuelle? Oui et non. Alors non, pourquoi? Parce que la plupart des assistantes freelance avec lesquelles j'ai discuté, ce sont des personnes qui étaient salariées avant. Donc elles avaient déjà cette expérience sur le terrain. Et oui, dans le sens où je connais une personne qui a fait ça. Ça s'appelle la VA Academy. Et en fait, elle propose des formations pour les assistantes freelance. Et vraiment, c'est une super personne. Je collabore avec elle de temps en temps. Franchement, c'est top ce qu'elle propose. Et je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la VA Academy pour aller voir. C'est vraiment génial. Parfait, on mettra le lien juste en dessous. Et justement, en parlant de ça, alors toi aujourd'hui, tu nous as expliqué comment devenir assistante virtuelle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça, on le sait déjà depuis le début. Mais c'est quoi ton entreprise aujourd'hui et qu'est-ce que tu proposes aux clients? Alors, pour remettre un peu de contexte, moi j'ai commencé donc en tant que freelance. Et en fait, j'ai commencé à avoir plusieurs clients en même temps. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas scaler en étant toute seule à faire de l'opérationnel. Donc en fait, fin d'année dernière, j'ai décidé de lancer l'Assist. Et l'Assist, en fait, c'est quoi? C'est pouvoir permettre de donner ma méthode à tout le monde.
Donc pour ça, en fait, l'idée c'est de prendre un abonnement. Donc c'est un abonnement mensuel en fonction du nombre d'heures nécessaires pour le CEO. Et en fait, moi je mets une personne dédiée à ce CEO qui va s'occuper de toutes ces tâches. Bien évidemment, moi je porte beaucoup d'importance à la satisfaction client. Donc pour moi c'est hyper important que le client soit satisfait. Donc avec l'assist, même si c'est une autre personne à qui je vais déléguer ces tâches, ce sera toujours moi qui restera le point de contact. Pourquoi ? Parce que j'adore déjà être en relation avec les CEO, c'est ultra intéressant, on en apprend tous les jours et je veux vraiment m'assurer que cette satisfaction elle soit là, elle soit au rendez-vous. Donc voilà, je délègue à des freelances pour leur permettre du coup de commencer dans le métier. Et je vérifie bien évidemment que tout est bien fait et ensuite je fais les rendus moi-même aux clients. Ok, donc service que je recommande à 3000% à ce que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Et pour la petite parenthèse, je vous l'ai déjà dit au début, mais je travaille avec Tissem au quotidien. J'ai eu beaucoup d'assistants et d'assistantes virtuelles pendant ces 8 années d'entrepreneuriat. Et pour le coup, avec toi, tout se passe bien et la relation de confiance, elle est à 100% là. Donc, je recommande à fond. Est-ce qu'il y a une question peut-être que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais dire? Non, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être si j'en ai une qui me vient. Une question, ce serait les qualités. Les qualités d'une assistante. Donc, pour vous donner un peu voilà, quelles sont les qualités d'une assistante, moi je dirais que ce serait la gestion du stress. C'est hyper important de bien gérer son stress en cas d'affluence forte en fait. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des outils pour pouvoir prioriser, prendre du recul et pouvoir faire les tâches dans les meilleures conditions. Il va y avoir aussi la discrétion. On ne s'en rend pas compte, mais aux côtés de CEO, on traite des informations ultra confidentielles et c'est pour ça que c'est hyper important d'être discrète là-dessus, d'où en fait l'importance de la confiance dans la relation, sinon on ne peut pas traiter ces informations correctement. Et après je dirais c'est de l'empathie aussi. C'est important de comprendre l'autre, de rester humain et de faire les choses vraiment avec passion et avec le cœur. En agissant de la sorte, on va beaucoup plus loin et c'est comme ça qu'on fidélise aussi un client. Parfait. Écoute, Tissem, merci beaucoup pour ton temps et merci d'arrêter toutes ces personnes à se lancer en tant qu'assistant ou assistante virtuelle. Avec plaisir. J'espère que ça vous aidera bien et surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis hyper présente sur LinkedIn. Je poste tous les jours, je donne pas mal de conseils, donc je suis hyper ouverte à la discussion si vous avez besoin de conseils. Pareil, on mettra les liens en dessous pour te retrouver. Merci à toi. Super, merci beaucoup. J'espère que cet entretien avec Tissem t'aura aidé à y voir plus clair. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer juste en dessous. Il y aura un lien vers notre guide complet pour devenir assistant virtuel, ainsi qu'un comparatif des meilleures formations pour apprendre le métier. Aussi, tu pourras cliquer sur tous les liens à côté, ce sera tous les profils de Tissem, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, et bien évidemment un lien vers son agence, l'Assist, si tu souhaites bosser avec elle. Mais avant de partir, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.